continuer, je tiens à vous signaler qu'on n'a plus l'option d'enregistrement. Cela veut dire que ce TD ne va pas être enregistré. Donc, c'est bien dommage pour les gens qui ont un empêchement, qui ne peuvent pas suivre le TD, mais vous leur dites que dorénavant, bon, jusqu'à présent, on n'a pas le droit, on n'a pas l'option d'enregistrement. Ça veut dire que le TD n'est pas enregistré. Voilà. Donc, vous faites très attention. Je vous enverrai, comme d'habitude, le PDF, mais l'enregistrement, c'est-à-dire toutes les explications que je donne, ne sont pas enregistrées. Voilà. Donc, on va rappeler, donc, pour cet exercice, des notions élémentaires. Donc, un élément, on le note X à Z. Alors, X, c'est le symbole de l'élément. Donc, à chaque élément qui a un Z donné a un symbole donné. C'est-à-dire des éléments qui ont le même Z, on les appelle des isotopes. Eh bien, ces deux éléments vont être représentés par le même symbole X. Donc, on sait qu'un élément, il contient Z protons. Les protons sont chargés positivement. Chaque proton a une charge plus E. Et N neutrons, le nombre de neutrons. N, c'est le nombre de neutrons. Les neutrons ne sont pas chargés. Voilà. Alors, A, c'est le nombre de masses. Et que représente le nombre de masses? Il représente le nombre de nucléons. C'est-à-dire, A est égal à Z plus N. Voilà ce qu'on doit connaître. Qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait qu'un atome est neutre. Alors, comme il contient Z protons, il va contenir autant d'électrons qui sont de signes opposés par rapport aux protons. Donc, un atome neutre, il contient aussi Z électrons. Voilà. Alors, il y a une chose qu'on connaît. Alors, comme on est point de vue microscopique, c'est-à-dire l'élément X à Z lui-même est il est très petit, l'atome est très petit. Donc, pour passer des notions microscopiques à des notions qu'on voit, qui sont macroscopiques, on appelle ça macroscopique, eh bien, on a introduit le nombre n, le nombre d'Avogadro. Le nombre n, 602 10 puissance 23. C'est un chiffre qui est très, très grand, mais qui nous permet de passer donc de la microscopie, quelque chose qui est très fin qu'on ne voit pas, à quelque chose macroscopique qu'on voit. Alors, eh bien, alors, à quoi correspond ce nombre d'Avogadro? On sait que si on a n atomes de symbole X à Z, eh bien, ces n atomes vont avoir une masse de A grammes. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Cela veut dire que si j'ai un nucléon qui a un nombre de masse égal à 1, eh bien, un nucléon va avoir une masse de... Un nucléon va avoir une masse, puisque pour un nucléon, j'ai A égale 1, je vais avoir A grammes sur le nombre d'Avogadro. Ça, c'est la masse réelle d'un nucléon. Donc, vous voyez que la masse réelle d'un nucléon, elle est très, très petite. Donc, voilà ce qu'on a rappelé. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions donc de l'exercice 1. La première question, on demande de déterminer le nombre d'atomes et d'électrons constituant une pièce de monnaie de 3 grammes. Alors, si on a 3 grammes en cuivre, cela veut dire que pour le cuivre, on a le Z qui vaut 29 et le A qui vaut 63. Cela veut dire que pour avoir le nombre d'atomes dans une pièce de monnaie, il faut diviser la masse de la pièce de monnaie par la masse d'un atome. La masse d'un atome, ça va être 63. Pardon? C'est le nombre atomique, 29. Voilà, c'est le nombre atomique. Donc, 29, c'est le nombre atomique. Et le nombre de masse, 63, ça veut dire que la masse réelle d'un atome cuivre, ça va être 63 divisé par le nombre d'Avogadro. Donc, on va prendre la masse de la pièce de monnaie,
on va la diviser par la masse réelle d'un atome et on va trouver le nombre d'atomes. Voilà. Donc 3 grammes de cuivre contiennent 3 grammes divisé par la masse d'un atome. La masse d'un atome, c'est 63 grammes sur N. On fait le calcul. Si vous voulez, voilà. 63, pas tout à fait, parce que là, c'est un chiffre A, moi j'ai arrondi, A, c'est la masse d'un atome, arrondi. Quand vous prenez la masse molaire, par exemple, si vous avez dans le cuivre, vous avez le cuivre 63 et vous avez aussi le cuivre 60. D'accord? Si vous avez dans je prends un exemple, je ne sais pas si le cuivre 64 existe. Hein? D'accord? Donc, si vous avez un mélange de deux isotopes, c'est-à-dire deux atomes de cuivre de A différents, eh bien, la masse molaire va être différente. Elle ne va pas être un nombre entier. Mais ça va être la même chose. Là, on a pris la masse molaire, si vous voulez. Voilà. Mais c'est la masse d'un atome, pas la masse d'une mole. D'accord? Voilà. La masse d'un atome, c'est la masse d'une mole divisée par le nombre d'Avogadro, si vous voulez. Voilà, la masse d'un atome, c'est la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro, puisque la masse molaire, c'est la masse d'une mole. Voilà. Vous me suivez? Donc, 3 grammes de cuivre contiennent donc 3 grammes divisé par la masse d'un atome, et ça me donne le nombre d'atomes. En faisant ici la division, on trouve que le nombre d'atomes, c'est 2,86, 10 puissance 22 atomes, c'est-à-dire quelque chose de très, très, très grand. 10 puissance 22, ça veut dire que c'est 1 suivi de 22 zéros. Voilà, ça c'est le nombre d'atomes. Maintenant, pour avoir le nombre d'électrons, le nombre d'électrons, oui, eh bien, je sais que chaque atome contient 29 électrons. Donc, je vais prendre le nombre d'atomes et je le divise et je le multiplie par 29. Donc, le nombre, chaque atome contient 29 électrons. Donc, le nombre d'électrons, c'est le nombre d'atomes multiplié par 29. Et on trouve encore quelque chose qui est encore plus grand, c'est-à-dire 8,31, 10 puissance 23 électrons. Voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième question, si la pièce porte une charge électrique de 5 10 puissance moins 9, ça veut dire qu'elle n'est pas neutre, elle porte une charge. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer le nombre d'électrons perdus par la pièce. Eh bien, on va chercher ici le nombre d'électrons pour lesquels on a une charge de moins 5 10 puissance moins 9. Parce que la charge, elle est positive ici. Cela veut dire qu'on lui a enlevé un nombre NE d'électrons qu'on va calculer. Alors, je sais qu'un électron a une charge moins E. La charge de l'électron est négative. Et que E, la correspondance entre la charge élémentaire E, c'est la charge élémentaire. On ne peut pas avoir une charge plus petite que E. E, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. On ne connaît pas une charge plus petite que E. C'est la charge élémentaire. Et ce qu'on sait, c'est que toutes les charges qu'on connaît sont des multiples de E. C'est-à-dire que c'est un nombre entier de E. Voilà. Donc, connaître le nombre d'électrons qu'on a enlevé, il faut connaître quel est le nombre de E contenu dans 5 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, on prend Q en coulombs, on la convertit E. E, c'est la charge élémentaire. Donc, je prends 5 10 puissance moins 19 coulombs que je divise par la charge de E en coulombs. Voilà. Et on trouve donc le nombre de E. Donc, Q, c'est plus 3,125, 10 puissance 10 E. Ça veut dire qu'on a enlevé à la pièce de monnaie, on lui a enlevé ce en électrons. Ça veut dire que le nombre d'électrons perdus par la pièce, c'est N égale
ce nombre-là en électrons perdus. Voilà. Est-ce que vous m'avez suivi? Madame, s'il vous plaît, Oui. j'ai pas compris comment vous avez trouvé le nombre d'électrons, le NE. Le NE, voilà. Est-ce que vous avez compris que la charge électrique portée par la pièce, on nous l'a donnée en coulomb? Oui, madame, mais dans la première question, s'il vous plaît. La Le première question, NE, ici. oui, oui. Ah, Chaque atome est-ce que contient vous avez compris Oui, que on a trouvé le nombre d'atomes? Est-ce que vous avez compris ça? oui, madame. Hein, on a pris la masse de la pièce de monnaie, on a divisé par la masse exacte d'un atome. C'est 63 divisé par le nombre de d'atomes. On a trouvé le nombre d'atomes de cuir. Il a Z protons, Électrons. c'est-à-dire Z électrons. D'accord? Z, c'est 29. Donc, le nombre d'électrons, c'est le nombre d'atomes multiplié par le nombre d'électrons que contient chaque atome. Chaque atome contient 29 électrons. Donc, dans le nombre d'électrons total, c'est le 29 fois le nombre d'atomes. D'accord, madame, merci. Vous en prie. Voilà. Alors, maintenant, ici, on nous a dit que la pièce de monnaie, elle est chargée. Elle porte une charge positive. Cela veut dire qu'on lui a enlevé une charge négative. La charge négative qu'on a portée, c'est la charge des électrons. D'accord? Donc, je vais chercher quelle est la charge négative qu'on a enlevée. Je vais chercher d'abord le nombre de E. On a dit que E, c'est la charge élémentaire. Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir une charge plus petite que E en module. Hein? D'accord? Voilà. Et on sait que la charge est quantifiée. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que toutes les charges qu'on connaît dans la nature, c'est un nombre entier fois E en module. Hein? Donc, ici, on nous a donné la charge en coulomb, on va la convertir en nombre de charges E. Donc, on divise la charge qu'on a en coulomb, on la divise par la charge élémentaire. La charge élémentaire, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulomb, pardon. Ça me donne le nombre de E. Cela veut dire quoi? Si la charge de la pièce est positive, et elle vaut cette valeur-là, 10 puissance 10 E, cela veut dire qu'on lui a enlevé la même charge, mais négative. Et ça veut dire qu'on lui a enlevé ce nombre-là en électrons. Donc, le nombre d'électrons perdus, c'est 3,125 10 puissance 10 électrons. Est-ce que vous avez compris ça? Madame, c'est après la conservation de la charge. Voilà, exactement. La conservation de la charge, là, on lui a enlevé la charge. Hein. On lui a enlevé des électrons. Et voilà le nombre d'électrons qu'on a enlevé. Puisque la charge est positive, au départ, si vous voulez, la pièce de monnaie étant neutre, elle a une charge totale égale à 0. On lui a enlevé un certain nombre d'électrons, elle est devenue positive, puisqu'on lui a enlevé une charge négative. Voilà. Donc, quand vous enlevez une charge négative, votre élément devient chargé positivement. Et quand vous lui déposez une charge négative, il devient chargé négativement. Voilà. Alors, maintenant, déterminer le nombre d'électrons, le voilà, perdu, et on le comparait au nombre d'atomes et nombre d'électrons. Ah, le nombre d'atomes, ah, le nombre d'électrons. Donc, je prends le nombre d'électrons perdus et je le divise par le nombre d'atomes. Et qu'est-ce qu'on trouve? Le nombre d'électrons perdus divisé par le nombre d'atomes. Eh bien, je trouve que c'est 1,02 10 puissance moins 12. Cela veut dire quoi? Quand j'ai 10 puissance moins 9, si j'avais eu 10 puissance moins 9, cela veut dire que j'aurais eu un électron pour 1 milliard d'atomes. J'enlève pour chaque milliard d'atomes, j'enlève un électron. Ici, j'ai 1,09 10 puissance moins 12. C'est-à-dire pour 10 puissance 12 atomes, c'est quelque chose qui est très grand, j'enlève uniquement un électron, 1,9 électrons. Voilà. Ça, en comparant le nombre d'électrons par rapport au nombre d'atomes. Et si je compare le nombre d'électrons par le nombre d'électrons perdus
par le nombre d'électrons que contient la pièce, eh bien, je vais trouver quelque chose d'encore de plus petit. Eh bien, le nombre d'électrons perdus par rapport au nombre d'électrons que contient la pièce, c'est 3,76 10 puissance moins 14. C'est-à-dire quand vous avez 3,76 multiplié par, pardon, vous avez 10 puissance 14 atomes, hein, vous enlevez uniquement 3,76 électrons pour 10 puissance 14 atomes. C'est-à-dire vous avez 1 avec 14 zéros, ça c'est le nombre d'électrons. Eh bien, quand vous avez tout ça comme électrons, vous allez enlever Madame, 10 uniquement. puissance 14 ou 10 puissance moins 14? Je suis en train d'expliquer que veut dire 10 puissance moins 14. Ça veut Ah, dire, d'accord, ça veut dire que c'est 3,76 divisé par ceci, c'est équivalent, bon, je vais l'écrire ici, voilà. Cela veut dire que ceci, je peux l'écrire sous la forme égale 3, alors je vais faire, pardon, voilà, et donc, ça, je vais l'écrire sous la forme, voilà, regardez comment on va l'écrire. On va l'écrire sous la forme, donc je vais, voilà, comme ceci, c'est 3,76, 3,76, voilà, divisé par quoi? Eh bien, divisé par 10 puissance, pardon, puissance 14. Aide le chiffre, 10 puissance moins 14, ça veut dire que c'est 3,76 divisé par 10 puissance 14. Ça veut dire que si vous avez 10 puissance 14 électrons, vous allez perdre uniquement 3,76 électrons. Pour 10 puissance 14 électrons, vous avez 3,76 électrons de perdu. Ça veut dire que vous allez avoir 3,76 divisé par 10 puissance 4, c'est-à-dire 1 suivi de 14 zéros. Donc, vous voyez que ce chiffre-là, pourcentage, si vous voulez, d'électrons perdus par rapport au nombre d'électrons que contient la pièce, et il est négligeable. Et c'est pour cela qu'en électricité, on va voir dans la suite du programme que ce sont les électrons qui vont circuler. Donc, quand vous avez un courant, par exemple, ce sont les électrons qui vont circuler, mais comme le nombre d'électrons qui circulent va être très, très petit par rapport au nombre d'électrons ou là au nombre d'atomes que contient la masse qu'on a, eh bien, on va négliger la perte de masse. Quand vous allez avoir des électrons qui circulent, ça veut dire des électrons qui vont se déplacer, eh bien, on négligera la variation de la masse parce que le nombre d'électrons qui vont circuler, il va être très petit par rapport à la masse de l'élément. Eh bien, quand vous avez un fil, par exemple, en cuivre, un fil conducteur qui est traversé par un courant, c'est-à-dire qu'il va avoir des électrons qui vont circuler, eh bien, on néglige la variation de la masse du fil parce que elle est très petite devant le nombre, devant la masse du fil. Voilà. Donc là, on a résumé. Le nombre d'électrons perdus est très petit devant le nombre d'atomes de la pièce et aussi le nombre d'électrons perdus est très petit devant le nombre d'électrons que contient la pièce. Donc c'est pour cela qu'en électricité, quand des électrons circulent, hein, pas des atomes, hein, des électrons, eh bien, on va négliger la variation de la masse. Est-ce qu'il y a des questions? Madame, s'il vous plaît, est-ce que pouvez-vous répéter la deuxième question? Est-ce que je peux répéter quelle question? C'est le nombre d'électrons perdus. Le nombre d'électrons perdus. Vous savez qu'un atome, il contient une charge totale égale à 0. La charge totale égale à 0. D'accord? Ici,
la charge de la pièce de monnaie, elle vaut 3, 10 puissance 125, 10 puissance E, 10 puissance 10 E. Cela veut dire que la pièce, hein, elle a une charge positive. Si elle a une charge positive, ça veut dire qu'on lui a enlevé des électrons. Est-ce que vous me suivez? Oui, madame. Et combien d'électrons on lui a enlevé? Là, on a le nombre fois E. C'est ça. Et c'est une charge positive. Ça veut dire qu'on lui a enlevé le même nombre en électrons. Donc, le nombre d'électrons perdus, c'est le nombre de fois E que contient la pièce de monnaie. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, madame, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'exercice suivant. Alors, bon, il y a des gens ici, je ne sais pas, normalement, quand j'appuie ici, c'est automatique. Hein. Donc, bon, on revient à l'exercice 2. Voilà, l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, on nous dit on a deux sphères conductrices identiques de masse petit m égale 10 grammes et qui portent des charges Q1 et Q2. Alors, on les met en contact, puis on les sépare. La première question, on vous demande, parce qu'elles sont conductrices et on les a mis en contact, calculer la charge Q'1 et Q'2 qu'elles prennent après contact, donc dans les cas suivants, et on vous donne les valeurs de Q1 et Q2 initiales. Et on vous demande de préciser à chaque fois le sens de transfert, c'est-à-dire de déplacement des électrons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, il faut savoir d'abord bien lire un énoncé. Donc, vous allez voir que ici, chaque terme qu'on vous donne dans l'énoncé a sa signification. Et donc, il ne faut pas négliger, il faut bien avoir en tête l'énoncé avec chaque mot. On vous dit les sphères sont conductrices. Cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire, le mot conducteur, cela veut dire que les charges peuvent se déplacer. Donc, dans une sphère conductrice, les charges peuvent se déplacer. Voilà, c'est la première question. Deuxième chose, on nous dit que les charges sont identiques. Les sphères sont identiques. Alors, si elles sont identiques, elles vont porter les mêmes charges. Il n'y a pas de raison que l'une des sphères va porter plus de charges que l'autre. Cela veut dire qu'après contact, les sphères vont porter la même charge. Et donc, on aura, après contact, c'est la charge c'est Q', Q'1 et Q'2. Donc, on aura les deux sphères qui vont porter la même charge, donc Q'1 égale Q'2. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'au départ, les sphères ne se touchaient pas. Après, on les a mis en contact. Alors, les sphères sont isolées. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'on leur a... Ça veut dire que la charge totale, puisque c'est un système isolé, la charge totale est constante. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a la charge totale est constante. C'est-à-dire que la charge totale au départ, c'était Q1 plus Q2, eh bien Q1 plus Q2, il va être égal à la charge totale après contact, c'est Q'1 plus Q'2. Donc voilà, là on a exprimé que l'ensemble des deux sphères est isolé, le système des deux sphères est isolé par rapport au reste. Voilà. Et voilà, alors eh bien, on a donc en résumé, si on traduit tout ça, donc on va avoir Q'1 égale Q'2 égale Q1 plus Q2 sur 2. Voilà ce qu'on va appliquer, c'est cette relation-là. La charge finale de 1, c'est la charge finale de 2, et c'est la somme des charges initiales divisée par 2. Eh bien, on va appliquer ça dans chacun des cas. Voilà. Alors, voilà, Q'1 égale Q'2.
égale Q1 plus Q2 sur 2. Bon, ça me prend de la place de remettre à chaque fois le texte, mais en même temps, ça permet de garder les idées. D'accord? Voilà. C'est dommage. Donc pour les PDF, c'est un peu dérangeant d'avoir à chaque fois le texte qui apparaît, mais je pense que c'est bon pour la compréhension. Alors, quand je vais vers... Alors, on me demande aussi de préciser à chaque fois le sens de transfert, de déplacement des électrons. Qu'est-ce qu'on sait? On sait quand la charge augmente. Cela veut dire que le corps perd des électrons. Est-ce que vous avez compris ça? Si la charge augmente, cela veut dire que le corps a perdu des électrons. Inversement, quand la charge diminue, cela veut dire reçoit des électrons. Donc voilà comment on va déterminer le sens de déplacement des électrons. Si une sphère a son charge qui augmente, cela veut dire qu'elle va perdre des électrons. Donc les électrons partent de cette sphère-là. Quand la charge de la sphère diminue, cela veut dire que la sphère reçoit des électrons. C'est-à-dire que les électrons viennent vers elle. Eh bien, on va appliquer ça dans chacun des cas. Alors, petit a. Petit a, on a Q1 égale 4 10 puissance moins 8 et Q2 égale 0. Cela veut dire que Q1 plus Q2 égale 4 10 moins 8. Ça veut dire que Q'1 égale Q'2 égale 4 10 moins 8 divisé par 2. Et donc, ça me fait 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, voilà la charge finale de chaque sphère, dans la même charge. Et donc là, si je regarde, eh bien, la sphère 1, elle avait 4 10 moins 8, elle n'a plus que 2 10 moins 8. Ça veut dire que sa charge, la sphère 1, a eu sa charge qui a diminué. Donc, la sphère 1 a reçu des électrons. Donc, le sens de déplacement des électrons, c'est de la charge 2, la sphère 2 vers la sphère 1. Donc, les électrons passent de la sphère 2 à la sphère 1, puisque la sphère 1 reçoit des électrons, sa charge a diminué, et la sphère 2, si je regarde la sphère 2, sa charge a augmenté, ça veut dire qu'elle a perdu des électrons. Est-ce que vous avez compris ça? Madame, oui? comment on a eu que Q' est égal à Q1 plus Q2 sur 2? Eh bien, parce qu'il y a conservation de la charge, parce que les charges sont identiques. Si elles sont identiques, eh bien, les charges vont se répartir de la même manière sur les deux sphères. Il n'y a pas une raison pour qu'une sphère ait une charge différente de l'autre, plus grande ou la plus petite. Donc, la charge finale après contact, Q'1 égale Q'2. Et comme il y a conservation de la charge, ça veut dire que la charge initiale, c'était Q1 plus Q2, eh bien, la charge finale, ce sera Q1 plus Q2 divisé par 2. Les charges finales sont identiques, ça veut dire que c'est la charge initiale divisée par 2 pour chaque élément. Est-ce que vous avez compris ça? Madame, comme que je identique, mais comme conservation de la charge. Identique, ici, ça veut dire que c'est la même forme. D'accord? Et la même matière. Mais, si vous voulez, elles étaient chargées. Elles étaient chargées, elles avaient une charge, chacune avait une charge Q1 et l'autre Q2. Quand elles étaient séparées. Non, je vous ai Maintenant, dit, quand on... si, Identique, ça veut dire la même forme, le même matériel. s'ils La n'étaient même pas, matière. s'ils n'étaient pas identiques, il ne va pas avoir une conservation de la charge. On aurait eu conservation de la charge, mais on n'aurait pas eu les mêmes charges finales. Q'1 égale Q'2. D'accord? Donc, je reprends. Hein. Regardez, je reprends la diapo précédente. Celle-là, voilà. Alors, je reprends. Voilà. Les sphères, Madame, s'il vous plaît. Oui. Ici, ils n'étaient pas les mêmes. Comment on aurait pu calculer les charges après? Eh bien, au cours du semestre, on va montrer comment on va calculer les charges. C'est un peu compliqué, mais on peut le faire. D'accord. D'accord. Vous verrez ça donc à peu près dans passez le prochain chapitre, l'autre chapitre, le chapitre conducteur. D'accord.
ou bien à la fin du chapitre électrostatique. Hein. Donc, on reprend. Les sphères sont conductrices. Cela veut dire que les charges peuvent se déplacer. Mais on a dit que le déplacement des charges et le nombre d'électrons qui se déplacent est très petit par rapport au nombre total. Donc, la masse ne varie pas. D'accord? Et donc, les sphères identiques, ils vont avoir la même masse, mais des charges différentes. C'est pour ça qu'on a Q1 et Q2. Ils ont la même masse, mais ils ont des charges différentes. Voilà. Et quand elles sont identiques, donc on a les sphères qui vont porter la même charge. Voilà. Et donc, on a Q'1 égale Q'2. Et conservation de la charge, donc elles sont isolées. Donc, la charge initiale égale la charge finale. Donc, Q1 plus Q2, c'est la charge initiale, égale Q'1 plus Q'2, la charge finale. Ça, c'est la conservation de la charge. La charge totale est constante. Et donc, en tenant compte de ces deux équations, on trouve que Q'1 égale Q'2. Je remplace ici Q'1 par Q'2 et je vais avoir 2 Q'1 égale Q1 plus Q2. Et donc, Q'1 égale Q1 plus Q2 sur 2. Et donc, je trouve Q'1 égale Q1 plus Q2 sur 2. Et même chose, Q'2 égale Q1 plus Q2 sur 2. Voilà. Donc, est-ce que vous avez compris dans quel sens se déplacent les électrons? Vous voyez que les électrons, ils se déplacent en sens inverse de la charge. Si la charge augmente, il y a une perte d'électrons. Si la charge diminue, il y a un gain d'électrons. Ça, il faut le retenir. On va l'utiliser tout au long du semestre. Hein. Voilà. Donc, la question petit a, Q1 plus Q2, ça fait 4 10 puissance moins 8. Donc, Q'1 égale Q'2 égale 4 sur 2, ça fait 2. 10 puissance moins 8 coulombs. Et donc, là, je regarde Q1 et Q'1. Q'1 est plus petit que Q1. Cela veut dire que Q'1, la charge 1, a gagné des électrons. Donc, les électrons, d'où ils sont venus? Ils sont venus de la sphère 2. Donc, les électrons passent de la sphère 2 vers la sphère 1. Donc, les électrons passent de la sphère 2 vers la sphère 1. On va prendre le cas petit b. Petit b, on a Q1 égale 3 10 puissance moins 8 et Q2 égale 8. Alors, 3 plus 8, ça fait 11. Divisé par 2, ça lui fait 5,5. Donc, Q'1 égale Q'2 égale 5,5 10 puissance moins 8. Alors maintenant, pour savoir comment ont circulé les charges, eh bien, on regarde Q'1 par rapport à Q1. Alors, Q'1 est plus grand que Q1. Cela veut dire que la charge de 1 a augmenté. Et si la charge de 1 a augmenté, cela veut dire que la charge de 1, que le 1 a perdu des électrons. Et où sont passés les électrons? Ils sont partis vers 2. Si je regarde ici Q'2, je vais trouver que Q2 a diminué et donc la sphère 2 a pris des électrons. Donc, dans ce cas-là, les électrons passent de la sphère 1, qui a perdu des électrons, vers la sphère 2, qui a gagné des électrons. Voilà. Maintenant, le cas C. Le cas C, eh bien, j'ai Q1 égale 3, 10 moins 8 et Q2 égale moins 8, 10 puissance moins 8. Ça veut dire que Q1 plus Q2, c'est moins 5, 10 puissance moins 8. Et donc, Q1 plus Q2, c'est moins 5 divisé par 2, ça fait moins 2,5. Ça veut dire que Q'1 plus Q' égale Q'2 égale moins 2,5, 10 puissance moins 8. Alors, je vais chercher qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là. Quelle est la sphère qui a perdu des électrons et quelle est la sphère qui a gagné des électrons? Vous voyez que Q1 était positive, elle est devenue négative. Donc, Q1 a gagné des électrons. Donc, les charges, les électrons sont passés de la sphère 2 à la sphère 1. Parce que, vous voyez que la charge de Q2, elle est devenue moins négative. Ça veut dire qu'elle a perdu des électrons. Donc, les électrons sont passés de la sphère 2 vers la sphère 1.
les électrons passent de la sphère 2 à la sphère 1. Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que vous avez... Madame, on n'était pas censé calculer avec le module. Non. Ici, vous Bah, avez alors, une charge appelez. négative. Non, là, les charges sont comptées Ah, algébriquement. Algébriquement, avec le signe. Hein? D'accord? Vous n'allez pas prendre plus Inaya. Dans le premier cas, quand elle est le négative, KB, elle est chargée négativement. Voilà. Hein? Donc, D'accord? le Ici, nombre d'électrons est plus négativement. grand que le nombre Q1 et d'électrons. Q2 sont comptés algébriquement. Hein? D'accord? Algébriquement, vous D'accord, voyez, c'est la différence entre le KB et le KC. D'accord? Voilà. On continue. Alors maintenant, deuxième question. Les deux masses sont suspendues au même point O. Ah, le point O. Et les deux masses sont suspendues au même point O par deux fils identiques de nylon de longueur L égale 80 cm. Vous avez deux fils ici de longueur L égale 80 cm et les fils sont en nylon. Et on sait que le nylon, c'est un corps isolant. Ça veut dire que les charges ici, elles ne vont pas se déplacer dans le nylon. Ça veut dire que les charges vont rester dans la sphère ici et dans la sphère ici. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande avec la figure 1? En négligeant la masse des fils, calculer la distance 2x séparant les deux sphères pour les trois cas précédents. Alors, on supposera l'angle θ suffisamment petit. Alors, voilà ici par rapport à la verticale. Hein, donc, vous avez une symétrie. Donc, cet angle-là, on l'appelle θ, c'est l'angle θ. Et x, c'est la distance entre la sphère et la verticale. Donc, la distance entre les deux sphères, c'est 2x. Alors, comment on va raisonner? Donc, voilà. J'ai pas compris. Reparlez, s'il vous plaît. Eh bien oui, s'il y a équilibre, oui, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, j'ai repris le schéma Hada, Naya, avec la verticale qui est en pointillé et les deux sphères, X et θ. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le bilan des forces. Hein? Donc, ici, alors en plus de ça, bon, θ, la longueur ici, c'est petit L, là, c'est petit L. Voilà. Et on fait le bilan des forces qui s'exercent sur une sphère. On ne va pas prendre l'ensemble. D'accord? On va prendre une sphère, wahda. Et si on prend une sphère, qu'est-ce qu'on va avoir comme forces qui vont s'exercer sur cette sphère-là? Il y aura le poids de la sphère, il y aura la tension du fil, parce que s'il n'y avait pas eu le fil, la sphère tomberait, et il y aurait la force électrique. Donc voilà, P, le poids P, plus la tension du fil, plus la force électrique égale à 0. Et la force électrique, elle provient de quoi? Elle provient de la charge ou la force qu'exerce la sphère 2 sur la sphère 1. Cela veut dire que la force électrique, on sait qu'en module, elle fait K, Q1, Q2 sur 2x. Q1, Q'1, Q'2, ça va faire Q au carré, puisqu'on a la même charge après contact. D'accord? Voilà. Et comment est orientée la force électrique? Eh bien, elle va orienter suivant l'axe qui joint les deux sphères. Et c'est une force répulsive, c'est-à-dire que les sphères se repoussent. D'accord? Donc, la force électrique, elle va être, bien sûr, ici, K, je vais vous donner, K, c'est la constante électrique, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, équivaut 9, 10 puissance 9 dans le système international. Voilà. Et Q doit être en coulomb et X en mètres. On est dans le système international. Maintenant, l'orientation des forces. Alors, voilà. P est vertical. T, il est dirigé parallèlement au fil, voilà, vers le haut. Et la force électrique, elle est dirigée suivant l'axe qui joint ici les deux sphères, c'est-à-dire suivant l'axe des X. Voilà comment est dirigée la force électrique. Alors, comment on va, qu'est-ce qu'on cherche d'abord? On cherche calculer la 2x, voilà. Et on nous donne, on a les charges, puis c'est Q'1, Q'2, etc. Donc, on a les charges, on a le poids, puisqu'on nous donne la masse, et on va chercher la distance ici, 2x. Donc, si on connaît la force,
on peut déduire 2x, déterminer 2x. Voilà, alors à de la relation vectorielle, on peut un peu la simplifier parce que c'est égal à 0, on est au repos, donc on est à l'équilibre, P plus T plus la force électrique égale à 0. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P plus la force électrique, c'est moins T. Donc, j'écris P plus la force électrique égale moins T. Je représente ça sur ma figure. Voilà. Donc, P plus la force électrique égale moins T. Voilà, ici, graphiquement, de la relation. P plus la force électrique, on a la somme des deux forces, égale moins T, ou moins T, c'est vers le bas. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ici, j'ai le même angle θ ici. L'angle entre P et T, c'est le même angle que l'angle entre la verticale et le fil. L'angle θ, c'est le même. Cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire, on va exprimer, cet angle θ, ici, je peux l'avoir, c'est en fonction de la force électrique et P, et cet angle θ aussi, c'est le même, c'est en fonction de L et X. Alors, on écrit que la force électrique sur P, en module, c'est tangente θ. Donc, le côté opposé à l'angle sur le côté adjacent, c'est tangente θ. Ça, il faut savoir. Il faut connaître un peu de trigonométrie, très simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit, on supposera l'angle θ suffisamment petit. Alors, si θ est petit, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si θ est petit, eh bien, cela veut dire qu'on peut confondre tangente θ avec θ. Et même chose, on peut confondre sinus θ avec θ. Cela veut dire tangente θ et sinus θ, c'est la même chose, c'est θ. Vous pouvez faire le calcul, on vous a donné la valeur de L, d'accord? Et la valeur de X, c'est quelques centimètres ici, bon, qu'on a pris, et on a ça. Donc, ça, il faut le savoir. Quand on a θ petit, eh bien, tangente θ, c'est θ, et sinus θ, c'est θ, en radian, θ en radian ici. Et sinus θ, c'est X sur L. On connaît L, on veut tirer X. Donc ici, j'écris que la force électrique sur P, c'est égal aussi à X sur L. Voilà. Et donc, je peux tirer, voilà, et je sais que la force électrique, je l'ai déjà écrit ici, en module, c'est K, Q2 sur 2X au carré. Voilà. Et donc, la force électrique égale ici P, X sur P tangente θ. P, c'est mg, et tangente θ, c'est X sur L. Donc, voilà la relation que j'ai, et je peux tirer X de là. Donc, X de là, ça va me donner 2x, on m'a demandé 2x. Alors, 2x, ça va me donner, je tire ici 2x, et ça va me donner K, en fonction des constantes ici, K, Q2, L sur 4mg à la puissance 1 tiers. Voilà. Et donc, il faut faire l'application numérique. Je connais K. Q, c'est dans les 3 cas précédents, c'est-à-dire qu'on a les valeurs de Q, Q'1, Q'2. La masse de la sphère, on l'a, je crois que c'est 10 grammes. Et G, c'est 9,8 ou la 10. Voilà, donc j'ai tout ici, je fais l'application numérique. Alors, il faut vous entraîner à faire les applications. Madame, le Q, pardon. Non. La charge, c'est après conservation. Après, oui, après. Après qu'on les ait mis en donc. contact. Donc, on met ici les Q'. Voilà. Donc, je fais le calcul ici. On remplace en Q par Q'1 ou la Q'2. Voilà. Et donc, voilà. Donc, j'ai Q'1 égale Q'2 égale 2 10 puissance moins 8. Et donc, je remplace ici et je fais l'application numérique. Il faut vous entraîner à faire les applications numériques. Là, vous avez à la puissance 1 tiers. Donc, vous avez des calculatrices et vous devez vous entraîner à calculer ce qu'on appelle la racine cubique, c'est-à-dire la puissance 1 tiers. Ce n'est pas une puissance demi, mais la puissance 1 tiers. Si votre calculatrice
fait ce calcul-là rapidement, c'est bon. Sinon, il faut vous entraîner à faire le calcul. Ce n'est pas le jour de l'examen que vous allez essayer de calculer la puissance 1 tiers ou vous ne saurez pas ou là vous trompez. Voilà. Donc là, vous vous entraînez et donc on trouve 2x égale 3,9 cm pour le Ka. Pour le Kb, donc c'est la valeur de Q'1 et Q'2 qui a changé. Hein, c'est 5,5 10 puissance moins 8 et ça me donne 2x égale 8,2 cm et dans le KC, Q1 égale Q2 égale moins 2,5 10 puissance moins 8 coulombs et ça me donne X. Alors, vous voyez que dans les trois cas, comme les charges finales sont identiques, eh bien qu'elles soient positives ou la négative, eh bien, on a le 2x ici et les charges se repoussent et donc on a la valeur 2x ici. Est-ce qu'il y a des problèmes? Normalement, bon, je n'ai pas fait d'erreur, mais bon, ça se pourrait que j'ai une erreur. Donc, vous faites les calculs, oui, et vous me signalez s'il y a une erreur, si vous ne retrouvez pas le résultat. Oui, 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 bien sûr, oui. Vous allez prendre l'axe des X, l'axe des Y, et vous faites la projection, vous trouvez la même chose. Là, si vous voulez, c'est un peu plus élégant, c'est tout. Hein? D'accord? Mais c'est sûr que vous trouverez la même chose. Hein? OK, Madame, s'il vous plaît. oui. Vous avez dit que dans le premier cas, que la force EL, elle est répulsive, c'est ça. Dans C'est les grâce trois aux cas, deux charges qui sont tous les deux positifs. voilà. Et dans la troisième, madame, et dans le troisième cas, la force, elle est attractive, non? Non, elle est répulsive parce que on sait que deux charges de même sens, de même signe, se repoussent et deux charges de signe opposés s'attirent. Ici, Oui, les deux charges sont toutes les deux négatives, eh bien, elles se repoussent aussi. Le sens de la force électrique est toujours comme ça, répulsive, elle se repousse, même dans le cas où les charges sont négatives. Parce que c'est des charges de même signe. Toutes les deux sont négatives. Donc, deux charges négatives se repoussent. Comme deux charges positives s'attirent. D'accord? Donc, c'est ce que je disais. Dans les trois cas, eh bien, la force est répulsive. Et là, d'accord, on vous dit que les charges, on vous le dit dans le texte, on vous dit que les charges se repoussent. D'accord? Mais là, vous devez le savoir que deux charges positives ou deux charges de même signe se repoussent, deux charges de signe opposés s'attirent. Ici, dans les trois cas, vous voyez qu'on a les charges qui sont de même signe, donc c'est une force répulsive. Voilà. Alors, je demanderai donc de refaire le calcul et de vérifier qu'on a bien ça. Normalement, c'est bon. Hein? Voilà. OK, donc voilà. Madame, Oui, j'ai pas bien suivi. Pourquoi la somme des forces est égale à 0? parce qu'on a un équilibre. Qu'est-ce qui va se passer? Si les sphères n'étaient pas chargées, qu'est-ce qui va se passer? Ça tire. Hein? Hein? Les deux fils, ils seraient parallèles, les deux sphères se touchent et on aurait P plus T égale à 0. On n'aurait pas eu de force électrique, on aurait eu l'équilibre. Mais maintenant, quand les charges on va avoir ici une symétrie, cet angle θ, plus la charge de la sphère est grande, plus l'angle θ va être grand. D'accord? Vous le voyez ici, la force électrique sur P égale tangente θ. Plus la force électrique est grande, c'est-à-dire plus Q est grand, plus tangente θ, c'est-à-dire θ va augmenter. Voilà. Donc l'angle θ est dû au fait qu'on a la force électrique. Maintenant, comment on va tirer la distance 2x? Il faut connaître l'angle θ.
Parce que ici, si vous connaissez θ, vous allez avoir hein, sinus θ, c'est x sur L. Donc, vous pouvez tirer x. Voilà. D'accord? Vous m'avez suivi? Oui, C'est bon? L'angle θ est dû à la charge. Plus la charge est grande, plus la force électrique est grande, plus x va être grand. d'accord. D'accord? Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de طبعا questions. نعم. طبعا كي قالوا لنا في لينونسي اون نيغليجون لا ماس دي فيل ça veut pas dire باللي لو تي est égal à zéro. Le fil, la masse, la face. C'est un fil en nylon. Qui mettre le fil de pêche ou là. Donc, c'est un fil qui est très fin et donc la masse est négligeable, elle ne fait pas 1 gramme. D'accord, merci madame. D'accord, voilà. On nous a donné la masse des charges, elle fait 10 grammes et la masse du fil ici pour 10 cm. Si vous prenez un fil de pêche ou un fil en nylon très fin, eh bien sa masse est négligeable. On n'en tient pas compte. Qu'est-ce qui aurait changé? Eh bien, normalement, pas beaucoup, hein. Mais bon, ça serait plus compliqué. Ça vous donnerait à réfléchir plus compliqué. Mais par exemple, je prends un exemple. Hein. Si vous avez un fil qui n'a pas une masse négligeable, vous allez avoir ici, par exemple, si je prends ici une baguette en bois, une baguette en bois, eh bien, que va-t-il se passer? La baguette en bois, eh bien, son poids va intervenir. Et le poids, il va être appliqué au milieu de la baguette ici, et il va faire tourner la baguette. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Si vous avez ici un fil de masse qui n'est pas négligeable, par exemple, si je prends ici un truc, une tige, pas en métallique, en bois ou là en plastique de masse donnée, eh bien, son poids va intervenir et le calcul va être plus compliqué. Hein, puisque ici, on a la somme des forces, on n'a pas le poids, on n'a pas le poids du fil qui intervient. Sinon, le résultat va être plus compliqué parce que le fil, son poids est appliqué en ce milieu ici. Donc, on aura une autre force, P', qui va être dirigée comme ceci. D'accord? Et ce sera pas de la mécanique du poids matériel, mais ce sera de la mécanique de système plus compliqué. D'accord? En mécanique, votre programme, c'est la mécanique du point. On n'a pas parlé de moment d'inertie, etc. Donc, quand vous avez un corps qui n'est pas ponctuel, vous allez avoir la répartition du poids qui va changer, etc. Ça va être plus compliqué. La mécanique des systèmes, ce n'est pas la mécanique du point, pardon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez revenir sur la solution. Voilà. Pour que je fasse une capture. Merci. Voilà. Et vous pouvez faire une capture d'écran. De toute manière, je vais vous envoyer le PDF, mais je ne sais pas, je peux pas, pour l'instant, je vais essayer quand même pour les prochains cours. Je ne sais pas si je pourrais enregistrer moi-même le cours, le TD. Voilà. Voilà, là, je vous laisse Agda. Voilà. Mais je vous envoie le PDF. Hein. Voilà. Comme l'a dit votre camarade, en projetant suivant l'axe des Y et suivant l'axe des X, vous retrouvez la même solution, hein, bien sûr. Là, c'est un peu plus élégant, si vous voulez, parce que on n'a pas projeté, mais bon, ça revient au même. Hein. Donc là, vous projetez suivant l'axe des X, suivant l'axe des Y, vous faites le rapport, etc. Vous retrouvez le même résultat, il n'y a pas de problème. Hein. OK, c'est bon? On peut continuer? Ça y est pour la capture d'écran?
Donc, quand vous terminez, vous me le dites. C'est bon? Normalement, c'est bon. C'est bon, d'accord. Donc, on passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice 3. Voilà. Alors, l'exercice 3. Deux sphères conductrices identiques, même chose, identiques, c'est-à-dire la même forme, la même matière, portant des charges de signes opposés, avec une force qui les sépare et D égale 0,5 mètres. Qu'est-ce qu'on fait? On les relie à l'aide d'un fil conducteur, c'est-à-dire que les charges vont pouvoir passer d'une sphère à l'autre. Après avoir enlevé le fil, elles se repoussent avec une force de 0,036 newtons. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer la charge initiale de chaque sphère. Et on vous dit que le rayon des sphères est négligeable devant la distance D. Alors, on résume. Voilà, j'ai mes deux sphères, QA et QB, distantes de D. La distance D, on me l'a donnée, 0,5 mètres. Donc, j'ai QA et QB. Alors, je sais que QA et QB sont de signes opposés. Le signe de A est opposé au signe de B. Voilà. Et on me donne la force F qui est égale, donc la force électrique, comment? Puisque les charges sont opposées, eh bien, elles vont s'attirer. Et voilà la force électrique qui s'exerce sur chacune des charges. On sait que d'après le principe d'action et de réaction, la force électrique qui exerce A sur B égale la force électrique qui exerce B sur A. Voilà. J'ai représenté les forces électriques. Bon, là, j'aurais dû mettre BA et là, je vais mettre AB. D'accord? J'ai mis F électrique avec. Donc, le module de la force électrique, on me l'a donné, hein, module de la force électrique, c'est K, module de QA, module de QB carré. Et ce module, on me l'a donné, c'est 0,108 newton. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, on relie les fils à l'aide d'un fil conducteur et ensuite, puisqu'elles sont identiques, quand on les relie par le fil conducteur, elles vont porter la même charge. La QA et QB sont différents, mais je vais avoir Q'A égale Q'B. Et donc, quand on va avoir, donc les sphères sont identiques, vont porter la même charge quand elles sont reliées par un fil conducteur, puisque les charges peuvent passer d'une sphère à l'autre. Voilà. Et donc, on va avoir, comme tout à l'heure, Q'A égale Q'B égale QA plus QB, puisqu'il y a le système des deux sphères est isolé par rapport au reste. Donc, Q'A égale Q'B égale QA plus QB sur 2. Voilà. Et donc, la force électrique après contact, ce sera K, Q'A, Q'B sur D au carré égale 0,036 newton. Et je vais remplacer donc Q'A et Q'B par QA plus QB sur 2. Donc, la force électrique, ce sera K, QA plus QB sur 2 au carré, sur D au carré égale 0,36. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche la charge initiale, c'est-à-dire QA et QB, de chaque sphère. Voilà, j'ai deux équations ici. J'ai cette équation-là, donc module de QA, module de QB, et j'ai cette équation-là où j'ai QA plus QB qui intervient. Donc, j'ai deux inconnus qui sont QA et QB. Je cherche QA et QB. Algébrique. Voilà, c'est ça le problème.
Donc là, on a traduit, on n'a fait que traduire l'énoncé. Et maintenant, on va faire le calcul. Vous voyez que quand vous écrivez bien, vous traduisez bien l'énoncé, ensuite le calcul, il vient tout seul. C'est des mathématiques. Voilà. Alors, on reprend. Donc, on a deux inconnus, QA et QB, qui sont algébriques et de sens et de signes opposés. Alors, cela veut dire que la force électrique, c'est KQA QB sur D au carré égale 0,108. Ça, c'est en module. Alors, comment on va le traduire de manière algébrique, puisqu'on a dit QA et QB sont algébriques? Eh bien, dans ce cas-là, le produit QA-QB est négatif. Et donc, on va avoir K QA-QB sur D au carré égale moins 0,108 newtons. Là, on a traduit de manière mathématique le fait que QA et QB sont de signes opposés. Donc, on aura le moins ici. Voilà. Ça, c'est la première équation. L'équation 1. L'équation 2, on a trouvé K, QA plus QB sur 2 au carré sur D au carré égale 0,036. Et de là, on va tirer QA plus QB. Donc, quand on va tirer QA plus QB de là, eh bien, puisque ça intervient dans cette équation-là au carré, on va avoir deux solutions. La première solution, c'est en prenant QA plus QB égale plus, alors ça va être plus, donc racine de, voilà, 2 fois 0,30, plus 2, racine de 0,036 D2 sur K. Bon. Moi, je préfère laisser les applications numériques à la fin. Vous, quand vous faites des calculs, et si ça vous encombre beaucoup, vous pouvez calculer et remplacer par la valeur. Donc, la première résultat, puisque j'ai QA plus QB sur 2 au carré, eh bien, je vais avoir QA plus QB égale plus cette valeur-là, ou bien, ça c'est l'équation 2, ou bien QA plus QB égale moins cette valeur-là, parce que j'ai QA plus QB au carré qui intervient. Donc, la solution, il y a deux solutions, plus ou moins, QA plus QB égale plus ou moins cette valeur-là. Et donc, la valeur moins ici, ça va me donner une troisième équation. Donc, finalement, j'ai deux inconnus et j'ai, si vous voulez, deux équations, trois équations. Donc, si j'utilise l'équation 1 et l'équation 2, l'équation 1 et l'équation 2, celle-là et celle-là, je fais le calcul, ça me donne une équation du second degré, d'accord? J'ai QA plus QB, la somme, et là, j'ai le produit. Et donc, je fais le calcul. Là, vous le faites, le calcul. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tirer QA égale QB, plutôt cette valeur-là, moins QB. Et je remplace ici QA par cette valeur-là, moins QB, ça me donne une équation du second degré que je résous. Et je trouve donc QA et QB égale moins 10 puissance moins 6 coulombs, ça c'est la valeur de QA, et QB c'est 3, 10 puissance moins 6 coulombs. Donc voilà l'ensemble des deux charges, QA et QB, qui obéissent aux deux premières équations, c'est-à-dire en supposant que la somme QA plus QB est positive. Voilà. Je fais QA plus QB ici, je vais trouver 3 plus moins 1, 10 puissance moins 6, c'est-à-dire 2, 10 puissance moins 6 coulombs. Voilà. Ensuite, au lieu de prendre la première équation et la deuxième équation, si je prends la première et la troisième équation, 1 et 3, eh bien, je vais avoir aussi un système de déséquation à deux une équation du second degré à résoudre, et donc je vais avoir QA et QB, QA qui vaut 10 moins 6 coulombs et QB qui vaut moins 3, 10 puissance moins 6 coulombs. Donc voilà les valeurs du QA et QB qui obéissent donc à ce qu'on a eu tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il y a deux solutions. Soit, vous voyez comme module QA et QB, bon, c'est 10 puissance moins 6 et 3 10 puissance moins 6, mais elles sont opposées. Dans le premier cas, vous avez l'une qui est négative et l'autre qui est positive. Dans le deuxième cas, vous avez l'une qui est positive et l'autre qui est négative. Voilà. Est-ce qu'il y a des problèmes? Madame, Oui.
Mais pourquoi on a QA plus QB sur 2 de tout au carré? Pourquoi on a ça? Ça, écrit dans la diapo précédente. Naoudha. Voilà. La diapo précédente, on a écrit que la force électrique après contact, c'est K, Q' A, Q' B sur D au carré, égale 0,36. 0,036. On va dans le texte. D'accord? Maintenant, après contact, Q' A égale Q' B égale QA plus QB sur 2. C'est comme dans l'exercice de 1 là. Voilà. Et donc, je remplace QA par QA plus QB sur 2 et Q' par QA plus QB sur 2. Et donc, ça me donne cette équation-là. D'accord? L'équation ici, j'ai QA plus QB qui intervient au carré. Et donc, dans la diapo suivante, voilà, dans la diapo suivante, j'ai écrit K, QA plus QB sur 2 au carré sur D2 égale 0,36. On l'avait montré tout à l'heure. Voilà, et donc on a deux solutions, puisque j'ai QA plus QB qui intervient sous forme de carré. Donc c'est plus ou moins. Bon, peut-être que j'aurais dû ici faire ce calcul. Et si j'avais fait ce calcul, j'aurais trouvé la somme, hein, c'est-à-dire dans ce cas-là, on aurait trouvé plus 2. Donc il faut vérifier. Hein. Donc dans ce calcul-là, pardon, je vais reprendre. Et donc ici, voilà, donc ici, c'est à vérifier. Hein. Donc normalement ici, si j'avais fait le calcul, j'aurais trouvé égal, pardon, égal, donc 2, attendez, pardon. Je pense que ça aurait été plus facile hein, d'écrire, voilà. Donc ça me ferait plus, là ça va faire 2. Voilà. Donc l'application numérique AD, ça me donne ça. Voilà. Ou l'application numérique l'autre. Pardon, attendez. Voilà. Voilà. Peut-être que ça aurait été plus simple pour vous. Donc ici, quand je fais QA plus QB, je trouve 2, 10, moins 6. Et ici, la solution aussi, c'est QA plus QB égale... non, la racine, elle ne va pas jusque-là. Hein. Voilà. Donc ici, quand je tire QA plus QB au carré, je vais trouver 4, 10, moins 12. La solution, c'est QA plus QB égale, donc plus racine de 4, 10, moins 12, ça fait 2, 10 puissance moins 6, ou bien moins 2, 10 puissance moins 6. Vous avez deux solutions, parce que QA plus QB, c'est au carré. Voilà. Et donc, le résultat final, c'est ça. Voilà, donc, soit la somme est positive, et donc j'ai moins 10 moins 6 et plus 3, et soit la somme est négative, et là j'aurai plus 10 moins 6 et moins 3, je fais la somme, je trouve moins 2. Voilà. Est-ce que vous avez suivi? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions?
Il n'y a pas de questions? Non. Ok, très bien. Donc, on passe à l'exercice suivant. Donc, ici, je vais passer à l'exercice suivant. C'est l'exercice 4. Ah, pardon, l'exercice 4 est un peu compliqué. On va d'abord commencer par l'exercice 5. On va passer au 4, puisque le 4 est un peu compliqué. Voilà, on va prendre le 5. Il est plus simple. Voilà. Donc, ici. Voilà. Voilà. Alors, on considère le système de charge ponctuelle. Attendez, pardon. Je pense que celui-là, il est mieux. Voilà. Donc ici, voilà. On considère le système de charge ponctuelle. Vous m'entendez? On n'a pas été coupé. Allô? Oui, madame. Oui, madame. D'accord, parce que j'entends le bruit, j'ai peur qu'on soit coupé. D'accord, donc on considère le système de charge ponctuelle représenté sur la figure 2, hein, la figure 2. Les charges positives, Q1 et Q2. Donc Q1, c'est Q, et Q2, c'est Q sur 9, sont positives. Elles sont fixées respectivement au point A et O et A, distants de D. Donc, la Q1 est en haut et Q2 en A. Voilà. Soit une charge Q3 assujettie. Assujettie, ça veut dire obligée. Elle est limitée à se déplacer sur l'axe des X. Sur l'axe des X. On vous dit que Q3 restant toujours entre Q1 et Q2. C'est-à-dire si on représente, j'ai refait la présentation ici, voilà. Donc, j'ai Q1 qui est égal à Q qui est au point O, Q2 qui est égal à Q sur 9 qui est au point A, voilà. La distance entre O et A, c'est D, voilà. Et Q3 qui se trouve au point M, elle vaut Q, et elle est obligée, Q3, obligée de rester entre O et A. Elle ne sort pas. Elle est sur l'axe des X. Voilà l'axe des X, X', X. Voilà. Donc là, j'ai résumé l'énoncé. Alors, première question, donnez l'expression de la force qui s'exerce sur Q3. Quelle est la force qui s'exerce sur Q3? Elle est due à quoi, la force? C'est des charges. Donc, si vous voulez, on ne parle pas de poids, on ne parle que de force électrique. Donc, Q3 étant chargée, eh bien, elle va être soumise à Q1, l'action de Q1 et l'action de Q2. Alors, la force qui s'exerce sur Q3, je l'appelle F, elle va être égale à la force qu'exerce Q1 sur Q3 plus la force qu'exerce Q2 sur Q3. On l'écrit. Donc, la force F1,3, c'est la force qu'exerce Q1 sur Q3. Q1 et Q3 et le même signe, elles vont se repousser. Dans ce sens-là, elle est répulsive. La force 1, 3, elle est dirigée dans ce sens-là. Maintenant, la force qu'exerce Q2 sur Q3, eh bien, elle est dirigée de 2 vers 3, puisque c'est aussi une force qui est répulsive. Q3, Q2. Madame, comment c'est la charge de La charge de Q3? Q3, on l'a écrit ici dans le texte. Q3 égale à Q, d'accord? Donc, Q1 et Q3, c'est Q, et Q2, c'est Q sur 9. Et on vous dit que les charges sont positives, c'est-à-dire Q est positive. Voilà. Alors maintenant, la force qu'exerce Q2 sur Q3, elle est aussi répulsive. Et comme Q2 se trouve là, eh bien, la force F de 3 est dirigée comme ça, dans ce sens-là. Voilà. Alors maintenant, qualitativement, si vous voulez, en module, voyez que Q2, elle est plus petite que Q1. Et ensuite, la distance ici, AM,
est plus grande que OM. Ça veut dire que F2, 3, elle est en module plus petite que Fn3. Ce sont deux forces qui sont opposées. Et la force F, ce sera la somme des deux forces, Fn3 plus F2, 3. Donc F, la résultante de la force qui s'exerce sur Q3, c'est ce qu'on cherche, d'accord? Eh bien, ce sera la somme Fn3 plus F2, 3 vectorielle. C'est une somme vectorielle. Voilà. Alors maintenant, on va chercher cette force-là. Voilà, l'expression de la force qui s'exerce sur Q3. Alors, on a montré que, alors, pour raisonner en vecteur, puisqu'on est sur l'axe des X, on va introduire le vecteur unitaire I. Il est en haut ici, il est dirigé dans ce sens-là. Voilà. Alors, comment on va exprimer Fn3 et F2, 3 en fonction du vecteur unitaire I? Alors voilà, on a fait la somme, c'est Fn3 plus F2, 3. Le vecteur Fn3, je sais, c'est K, Q au carré, Q2, OM au carré, la distance OM au carré, fois le vecteur I. Vous voyez que Fn3, elle est dans le même sens que I. Donc, je mets I ici. K, Q2, OM au carré, c'est X au carré. Voilà la force Fn3 vectorielle en fonction du vecteur unitaire I. Maintenant, F2, 3, ça va être Q1, donc Q3, c'est Q, et Q2, c'est Q sur 9. Donc Q2, 3, c'est Q3, c'est Q, Q2, c'est Q sur 9. La distance entre les charges. La distance entre les charges, c'est MI au carré. AM au carré, pardon. AM au carré. Et je vois que la force F2, 3, elle est dirigée dans ce sens-là, c'est-à-dire au sens opposé à I. Donc, je mets moins I. Donc, voilà comment j'écris la force F2, 3. Je mets le signe moins, parce que vous voyez qu'en représentant la force F2, 3, elle est opposée au vecteur I. Donc, je mets le signe moins ici. Moins. Donc, voilà comment j'écris la force F2, 3. Et la force F, ce sera la somme vectorielle des deux forces. Donc, F, ça va être égal à K. Donc, je mets en facteur le vecteur I et je vais avoir KQ2 sur X2 moins, ne pas oublier le moins, K, Q sur 9 sur la distance AM, bien sûr, c'est D moins X. Hein. Donc, c'est D moins X au carré. Donc, voilà comment on écrit la force F. Voilà. OK? Question suivante. Est-ce qu'il y a des problèmes? Pas de problème, on continue. Maintenant, la question numéro 2. À quelle... Pardon. Pardon. À quelle distance, à quelle abscisse, pardon, à quelle abscisse x0, la charge Q3 est-elle dans une position d'équilibre? Vous voyez que ici, la force Fn3 est plus grande que F2, mais quand on va se déplacer, si Q3 se déplace de ce côté-là, c'est F2 qui va l'emporter. Où on cherche à quelle position la force, la charge Q3 va être en équilibre. Et on vous donne D égale 4 cm. Bien, pour qu'elle soit en équilibre, il faut que la force, la somme des forces égale à 0. Là, et la somme des forces, c'est F. Donc, il faut que la somme des forces égale à 0. Donc, Q3 est en équilibre, ça veut dire que F égale 0. Et dans ce cas-là, on va trouver KQ2 sur X2 moins KQ sur M sur D moins X au carré égale à 0. Eh bien, aussi, ici, ça va donner une équation du second degré à résoudre. Un des K, un des Q, ou un des D ou X. X, je ne l'ai pas. Je cherche X. Hein. Donc, un des tout sauf X. Donc, je vais avoir une équation du second degré à résoudre. Je la résous et je trouve deux valeurs. X0 égale 3 demi de D et X0 égale 3 quarts de D. Alors, X0 égale 3 demi de D, c'est-à-dire que X0 va être égal à 1,5 D. Ça veut dire plus grand. Or, on m'a dit que Q3 doit être entre Q1 et Q2, c'est-à-dire que X doit être plus petit que D.
Donc, la valeur x0 égale 3 demi de d est à rejeter. On va l'accepter car Q3 doit rester entre Q1 et Q2. Voilà. La deuxième solution, x0 égale 3 quarts de d. Alors, si je remplace d par 4 cm, donc là, vous voyez qu'x0 est plus petit que d, eh bien, je vais trouver x0 égale 3 fois 4 cm sur 4, ça fait 3 cm. Est-ce qu'il y a des problèmes? Vous avez suivi? Donc, c'est à vous de savoir poser les équations ou résoudre les équations du second degré. Et bien sûr, à chaque fois, vous devez avoir en tête l'énoncé. Obligatoirement. Vous avez une somme de force, c'est une somme vectorielle. Hein? D'accord? Vous n'allez pas mettre on vous donne la force, une force, c'est un vecteur. Hein? D'accord? Et si vous ne raisonnez pas sur les vecteurs, vous n'aurez pas le signe moins Naya. Attention. Et si vous n'avez pas de signe moins, la deuxième question, vous ne pourrez pas répondre. Hein? Ça, le signe, il est aussi important que la valeur. D'accord? D'abord, vous allez avoir une valeur force. Plus Naya, c'est faux. Hein? On doit représenter les deux forces. Donc, vous voyez, c'est des vecteurs. Alors, cet exercice, il est simple parce que les forces sont parallèles. D'accord? Mais on va voir que dans le cas où on est dans le plan ou là dans l'espace, eh bien, les forces peuvent ne pas être parallèles. Et quand on va faire la somme, eh bien, on ne va pas voir II, qui est assez simple, parce que II, mais on peut avoir des choses beaucoup plus compliquées. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans l'exercice numéro 4. Est-ce qu'il y a des problèmes ici? Bon, s'il n'y a pas de problème, on passe à l'exercice numéro 4. Vous écrivez ici égal à 0. D'accord? Alors, vous simplifiez par K. Vous simplifiez, d'accord? Et vous allez trouver une équation du second degré Naya, puisque c'est égal à 0. Hein? KQ2 égale KQ2 sur D moins X au carré sur 9. Voilà. Ensuite, égal à ça. Alors, vous prenez l'inverse, vous allez trouver x2 sur ça égale d moins x2 sur ça. En bas, vous résolvez une équation du second degré. D'accord? On ne va pas passer la séance à résoudre une équation du second degré. Vous le faites. D'accord? C'est facile, hein? D'accord? Mais d'abord, je ne vais pas perdre le temps ou là, écrire ici la résolution. Vous la faites et vous trouvez deux solutions. D'accord? C'est la solution de cette équation-là. OK? Vous m'avez suivi? Et justement, chez vous, quand vous refaites l'exercice, vous écrivez l'équation et vous essayez de trouver les solutions. D'accord? Voilà. Vous avez compris? Donc, vous écrivez ça égal à ça. On va avec l'inverse. x2 sur k, q2, k يروح, puisque c'est égal à 0. K يروح, il y aura x2 sur q2 égale d moins x au carré sur q fois q sur 9. Voilà. Et vous résolvez l'équation du second degré. Voilà. OK. Sinon, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, on va passer à l'exercice numéro 4. Madame, Oui. Madame, les élèves, le chat, est-ce qu'on peut s'arrêter là parce qu'ils sont un petit peu fatigués? نقول لك حاجة. On a prévu une seule séance pour faire ça. S'ils sont fatigués, bon, la relève, mais je continue, je fais l'exercice 4, je vous envoie le PDF, mais je ne vais pas prendre une autre séance pour faire l'exercice 4. Je suis désolée. Hein? D'accord? On va faire, au lieu de faire 1h15, on va faire 1h30 à 2h. Voilà. Mais je suis obligée. J'ai commencé par les exercices les plus faciles. L'exercice 4, il demande un peu de géométrie dans l'espace. Mais je le fais aujourd'hui, je ne peux pas faire ailleurs. Donc, déjà en cours, ils ont avancé. Hein?
Vous avez fait la notion de champ, de potentiel, ou principe de superposition. هذا كامل, ça demande du temps. Hein. Je suis désolée. Alors, j'ai appris que voilà. Mais bon, les gens qui sont obligés de quitter, ils quittent. Je suis désolée, pas le 12. Désolée, on nous a enlevé l'enregistrement, sinon j'aurais pu envoyer l'enregistrement, la RELP. Mais là, je fais l'exercice 4 aujourd'hui parce que je ne peux pas avoir d'autre solution. Belek, une fois que j'aurai une fenêtre de libre, je ferai une petite révision où je reprendrai l'exercice 4. Mais aujourd'hui, je le traite, hein, parce qu'on doit avancer. Voilà. Donc, on va passer à l'exercice 4. Bon, il n'y a que 3 diapos, mais bon, ce n'est pas compliqué. Donc, vraiment, c'est un peu de géométrie dans l'espace, mais si vous avez la tête bien en place, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, les 3 boules, elles ne sont plus alignées, mais donc on a qui pèsent toujours 3 petites boules, pesant chacune 10 grammes, sont suspendues au même point au moyen de 3 fils de soie distincts, de longueur L égale 1 mètre. Ces 3 boules portent la même charge et sont au sommet d'un triangle équilatéral de côté A égale 0,1 mètre. On vous demande quelle est la charge portée par chaque boule. Alors voilà, vous avez vos 3 boules ici, Hamlik, A, B, C. Elles sont suspendues avec des fils de soie de longueur chacun, L égale 1 mètre au point O. Voilà les 3 boules. Alors, on vous dit qu'elles portent la même charge. Vous avez les 3 boules, donc A, B, C, voilà, qui sont accrochées au même point. Si elles n'étaient pas chargées, les 3 boules seraient en contact et ce seraient des fils verticaux. D'accord? Mais maintenant, comme elles portent la même charge, elles vont se repousser. Et comme tout à l'heure, on avait 2 fils, 2 boules, donc on a 3 boules. Alors, elles sont au sommet d'un triangle équilatéral, de côté A égale 0,1 mètre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un triangle équilatéral? Ça veut dire le triangle ABC, c'est un triangle ABC, mutallet, équilatéral. Ça veut dire muta qais al-adla. Ça veut dire qu'on va avoir AB égale BC égale AC. C'est le triangle équilatéral. Les 3 côtés sont égaux. Je le représente ici, j'ai ABC, hein, voilà, ABC, et bien le triangle ABC, il a 3 côtés, chaque côté c'est AAA. Alors ici, je dois représenter comme ça, mais c'est un triangle qui va être horizontal, il y en est parallèle à la table ici, voilà. Et on va chercher la charge portée par chaque boule, puisqu'on me donne la petite a. On a vu tout à l'heure, quand on avait 2 boules uniquement, que 2x, on avait 2x, la distance entre 2 charges, eh bien, elle dépendait de la charge. Eh bien, ici aussi, eh bien, on vous donne petit a, c'est la distance entre les boules, et on vous demande de déterminer la charge portée par chaque boule. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va écrire que la force, par exemple, on va prendre la boule A, la force qui s'exerce sur la boule A, la force électrique, eh bien, comment elle est? Elle est due à la boule B et elle est due à la boule C. FBA, c'est la force qu'exerce la boule B sur A, et FCA, c'est la force qu'exerce la boule C sur A. Et la résultante des forces électriques, c'est FA, c'est la somme de FBA et de FCA. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. C'est bon, on continue. Donc, on va trouver, là, on va chercher FA. Et si on cherche FA, on peut tirer Q, la charge de la boule. Voilà. Alors, FA, c'est la force exercice
Et FA, c'est la force électrique qui s'exerce sur QA. Elle est due à B, à la charge B, et à la charge C. Voilà. Alors, FBA, c'est la force électrique qu'exerce QB sur A. La force FCA, c'est la force qu'exerce QC sur A. Vous voyez, les deux forces, elles s'exercent sur A. Et FA, c'est la somme de ces deux forces-là. Voilà. Alors, j'ai représenté ici vos trois fils avec les trois boules. Voilà. Et donc, je reprends la figure ici, Heilig. Alors, comment on va représenter FBA et FCA? Alors, FBA, c'est la force qu'exerce B sur A. Eh bien, elle est représentée comme ça, puisque les charges sont, les trois sont de même signe, donc la force FBA est répulsive. B va repousser A. Voilà, FBA est dirigé comme ceci. Maintenant, mathématiquement, comment je vais l'écrire? Je vais introduire le vecteur unitaire UBA qui est dirigé de B vers A. C'est un vecteur unitaire. Et par analogie avec la force gravitationnelle, FBA s'écrit K, QBQA, BA, QBQA, RBA, UBA. RBA, c'est la distance entre B et A, donc c'est AB au carré. UBA, c'est un vecteur unitaire orienté de B vers A. Voilà. Voilà la force FBA. La force FCA, comment on va l'écrire? Eh bien, la force FCA, elle va être égale à QCQA sur RCA au carré, la distance AC au carré. UCA, c'est le vecteur unitaire orienté de C vers A. Vous voyez que FBA et FCA, elles forment un angle ici. L'angle, puisque j'ai ici un triangle équilatéral, l'angle ici c'est 60 degrés, c'est pi sur 3, et bien cet angle-là, c'est pi sur 3 aussi. Voilà. Maintenant, je vais faire la somme FA. C'est la somme des deux forces. Eh bien, FA, donc FBA en module, il y a les deux forces. Ce qui est intéressant, c'est que les deux forces, puisque les deux charges sont les mêmes, QB égale QC, eh bien, les deux forces ici vont avoir le même module. C'est K, QCQA, c'est Q, donc Q au carré, sur la distance RBA ou RCA, c'est A. Donc, voilà les modules des deux forces, la DOMA, mais elles forment un angle entre elles. Et donc, quand on veut faire la somme, voilà, FCA et FBA, on va trouver FA. Et par raison de symétrie, vous voyez comment est dirigé FA. Alors, comment je vais trouver FA? Eh bien, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ici, là, quand je fais la somme, je trouve un quadrilatère, c'est une figure à 4 côtés égaux, ce qu'on appelle un losange. Un losange, c'est 4 côtés égaux, ce n'est pas un carré. C'est un 4 côtés égaux, mais l'angle n'est pas égal à pi sur 2, ce n'est pas un carré. Et dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Je sais que quand j'ai un losange moyenne, eh bien, les diagonales, elles se coupent ici, elles sont perpendiculaires entre elles et elles se coupent en leur milieu. Là, le point, c'est le milieu. Voilà. Cela veut dire que quand je regarde cet angle-là, θ, ben cet angle θ, puisque par raison de symétrie, on a un des θ, on a un des θ. Et 2θ, c'est 60 degrés. Ça veut dire que θ vaut 30 degrés. Voilà, donc je vais écrire le module de FA, c'est quoi? Le module de FA, c'est 2 fois la projection de FBA sur l'axe. C'est-à-dire que c'est 2 fois le module de FBA, c'est KQ2 sur A2, cosinus, sa projection ici, cosinus θ, avec θ, c'est 30 degrés. Donc, voilà comment je trouve FA. FA égale 2 KQ2 sur A2 cosinus θ, avec θ égale 30 degrés. Voilà. Cosinus 30 degrés, c'est connu.
c'est 0,866. Voilà. Je cherche Q. Donc, pour trouver Q, K, c'est connu, c'est 4 10 puissance, c'est 9 10 puissance 9. A, on me l'a donné, c'est 0,1 mètre. Cosinus θ, je connais. Donc, si je connais FA, je peux tirer Q. Donc, il faut que je termine FA. Voilà. C'est bon? Est-ce que vous me suivez? Madame, Oui. mais pourquoi 2? Pourquoi 2? Oui. Parce que quand je prends FB cosinus θ, nous sommes là, il y a la projection. FB cosinus θ, c'est la moitié ici. Là, et pour avoir FA, on a dit que les diagonales se coupent pas à leur milieu. Donc là, je vais avoir FA sur 2. FA sur 2, la projection, FBA cosinus θ, et que je vois que FA, puisque je fais la somme de FCA et FBA, donc je vais avoir ici FA qui a une longueur de 2 fois FBA cosinus θ, le 2. Est-ce que vous avez compris d'où vient le 2? Oui, madame. D'accord, hein? Le 2, parce que quand je projette ici pour avoir cosinus, je vais avoir la moitié. Pour avoir FA complet, il y a le 2 ici. Voilà. Alors maintenant, donc si je détermine FA, je peux tirer Q facilement. Et c'est la question qu'on me pose. Trouver Q. Donc pour trouver Q, il faut que je trouve FA. Alors comment je vais faire pour trouver FA? Alors, FA, on a dit, c'est ça. Hein? Voilà. Donc on va chercher FA. Alors maintenant, comment déduire? Pour déduire Q, il suffit de déterminer FA. Alors, comment je vais déterminer FA? Je vais faire le bilan des forces qui s'exercent sur QA. Alors, le bilan des forces, c'est le poids sur A plus FA plus T. Donc, les 3 forces qui s'exercent sur la boule A. On a le poids, la tension ou la force FA. Voilà. Alors. Madame, pourquoi elle est égale à 0? Parce qu'on est en équilibre. La somme des forces égale 0 quand on est en équilibre. Ça ne bouge pas. D'accord? Hein? Alors, maintenant, le problème, c'est que P, F, A et T sont dans l'espace. Ils ne sont pas dans le Hagda, je ne vois pas comment ils sont. F, A, elle est Hagda, T est suivant le fil et P est vertical. Alors, comment je vais faire pour faire intervenir ces 3 forces-là? Eh bien, si j'appelle I le centre du triangle équilatéral ABC. Je regarde là parce que j'ai un triangle équilatéral. I, c'est le centre du triangle. Alors, qu'est-ce que je sais? Eh bien, quand je regarde I, le centre, eh bien, je vois que par raison de symétrie, le vecteur FA, il est comment? Il est parallèle à IA. Voilà que IA haulik, I c'est le centre du triangle, eh bien FA est parallèle à IA. Donc je l'écris, FA est parallèle à IA. Alors comment je vais faire pour trouver la relation et représenter ces vecteurs-là qui sont dans l'espace? Que la verticale, le triangle ABC dans l'espace, il est dans un plan horizontal où le point I, c'est Kinsrot. Quand je projette O dans le plan ABC, je trouve I, c'est le centre du triangle équilatéral. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pour représenter ces forces-là, je vais mettre dans le plan OIA. Dans le plan OIA. OIA. Et bien dans ce plan-là, je sais que la force FA, comment elle est? Elle est parallèle à IA. Donc, je vais représenter le plan OIA. OI, le pointillé, la verticale, le point A où se trouve la masse A ou FA. Et j'ai vu que FA est parallèle à AI ou IA. À IA, je sais que OI est vertical, OAI
est horizontal. Il y a un angle droit ici et IA est parallèle à FA. Avec FA. Voilà. Maintenant, je peux représenter l'autre force. La force P, elle est verticale et la force T, elle est dirigée suivant le fil. Donc, je vais avoir, voilà, P verticale ou T suivant le fil. Voilà, et je vais faire la somme. Eh bien, comme tout à l'heure, vous voyez qu'on retrouve pratiquement toujours la même géométrie. Et donc, je vais avoir P plus FA égale moins T, comme tout à l'heure. Voilà, je représente ici. Voilà, P plus FA, ça me donne moins T. Et je vais avoir, comme tout à l'heure, l'angle ici, je ne vais pas l'appeler θ, je vais l'appeler alpha, et je vais avoir l'angle alpha ici, que je retrouve là. Voilà, l'angle alpha, donc FA sur P, c'est tangente alpha, et je trouve l'angle alpha qui se trouve là. Ça veut dire que tangente alpha, avec alpha, c'est A sur L. Alpha, vous voyez ici, alpha, c'est A sur L. Et A sur L, il est plus petit que alpha est plus petit que A sur L. Ça veut dire que A, on a vu que c'était 0,1 mètre. L, c'est 1 mètre. Donc, ça fait 0,1. Donc, alpha est petit. Et donc, si alpha est petit, comme tout à l'heure, tangente alpha, il est confondu avec alpha. Et donc, c'est confondu avec sinus alpha. Et sinus alpha, c'est quoi? Eh bien, c'est AI sur L. Sinus alpha, c'est AI sur L. Voilà. Alors maintenant, il faut que je détermine AI. AI, c'est quoi? Eh bien, AI, je regarde ici. Je sais que quand on a des mutaqayis al-adla, quand j'ai un triangle équilatéral, la distance AI, c'est 2/3 de NA. La distance AI ici, c'est 2/3 de NA. Hada, c'est le double de IN. Donc ici, AI, c'est 2/3 de NA. Ou NA هنايا عندي un triangle rectangle مثلث قائم où j'ai ici A sur 2, la distance c'est A sur 2, la distance c'est A. Ça veut dire que NA, c'est au carré, c'est A sur 2, pardon, c'est A au carré moins A sur 2 au carré. Ça veut dire que NA, c'est racine de A au carré moins A sur 2 au carré. Donc, quand je fais ce calcul-là, je trouve que IA égale A sur racine de 3. Le calcul, normalement, surtout primaire ou la FCEM, je ne sais pas. Voilà, donc IA, la distance IA, c'est A sur racine de 3. Voilà, et donc je peux tirer. Donc voilà, donc FA, c'est quoi? C'est P tangente alpha, à partir de là, P c'est MG, et tangente alpha, c'est A sur racine de 3. Et donc, et ça va être égal à ce qu'on a vu ici, FA en module, c'est 2KQ2 sur A2 cosinus θ. Donc, 2KQ2 sur A2 cosinus θ. Et on va tirer de là, j'ai toutes les valeurs à part Q. Et donc, je tire Q égale racine de mg A au cube sur 2 fois racine de 3 KL cosinus θ, avec θ égale 30 degrés. Voilà, je fais l'application numérique et je trouve Q égale 6, 10 puissance moins 8 coulombs. Ça vous fait, alors quand c'est 10 puissance moins 9, c'est nanocoulomb. Donc ça me fait 60 nanocoulomb. Voilà, on a terminé. Est-ce qu'il y a des problèmes? Madame, Oui. donc ça veut dire que le triangle ABC, il est posé sur le sol. Pas sur le sol, il est horizontal, il est parallèle au sol. Oui, oui. D'accord, il n'est pas posé sur le sol, mais le triangle ABC, bien sûr, il est représenté ici. D'accord? Le triangle ABC est comment on dit horizontal بالعربية؟ C'est horizontal. Horizontal, c'est-à-dire parallèle au sol. Le triangle ABC est parallèle au sol. Le point I, ici, quand vous abaissez la verticale, il était directement le centre, le triangle équilatéral. Le point I ici.
Bon, c'est difficile de représenter dans l'espace ici, mais le point I, c'est le centre du triangle équilatéral des boules ABC ici. Et là, vous voyez, j'ai représenté le triangle OIA. Et là, j'ai un angle droit puisque OI est vertical. Et comme l'a dit votre camarade, AI est horizontal ou FA va être horizontal. On l'a montré. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, c'est reprendre les calculs et en même temps vérifier que c'est bon. D'accord? C'est pas sorcier, c'est un peu de géométrie dans l'espace, mais c'est simple puisque vous avez la symétrie qui vous permet de vous en sortir. Voilà. Oui. Comment expliquer que alpha est petit? Je fais l'angle alpha, c'est quoi? C'est OI sur AI. AI, par rapport à AI, c'est A sur racine de 3. Racine de 3, c'est 1,7. D'accord? Donc, A, c'est 0,1. On vous a donné la valeur de A. C'est 0,1 mètre divisé par 1,7. Ou L, c'est 1 mètre. Donc, ça fait 0,1 divisé par 1,7 divisé par 1. Ça veut dire que alpha est plus petit, en radian, hein, il est plus petit que 0,1. Et donc, alpha est petit. D'accord? Sinon, vous faites vous calculez tangente alpha. Hein, vous trouvez que, par exemple, si vous prenez alpha égale 0,1, vous prenez tangente alpha, vous trouvez 0,1. Vous prenez sinus alpha, vous trouvez 0,1. D'accord? Voilà. Bien sûr, Hada, nous, on vous donne le résultat, d'accord? Dans l'exercice précédent, là, on s'est inspiré un peu de l'exercice précédent pour dire que alpha est petit, d'accord? Mais j'ai dit que alpha est plus petit que A sur L, d'accord? Voilà, plus petit que A sur L. Voilà, donc plus petit que 0,1. Donc, quand vous avez alpha qui est plus petit que 0,1, eh bien, sinus et alpha et tangente, ils sont confondus. Voilà, ils sont petits. D'accord? Voilà. Madame, Oui. Madame, FA, c'est 2K fois Q au carré sur A au carré. Pourquoi A au carré? Parce que quand vous avez la force électrique, comme la force gravitationnelle, c'est sur R au carré. Et A, c'est la distance entre les deux charges. On l'a montré dans la diapo précédente. Hein, hein, d'accord. On a écrit RBA. RBA, c'est quoi? C'est la distance entre B et A. La distance entre B et A, c'est petit a. Et comme on a un triangle équilatéral, les trois côtés égaux, eh bien, on va avoir ici RBA au carré égale RCA au carré égale A au carré. Voilà. De même, QA et QB sont égales à Q et QC aussi. Donc, on va avoir KQ au carré. On a les mêmes forces ici, le même module. Sinon, s'il y avait des modules différents, ce serait plus compliqué. Hein? D'accord? Là, à chaque fois, et c'est ce qui se passe là en électricité, c'est qu'à chaque fois, on vous donne des configurations où on a beaucoup de symétrie et donc des choses qui se simplifient. D'accord? Sinon, on n'aurait pas eu le 2 ici. Hein? Je ne sais pas si les charges n'étaient pas égales ou les distances n'étaient pas égales, ça ne marcherait pas. D'accord? D'accord, merci madame. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, je suis désolée pour les gens qui étaient fatigués, mais on est obligé de terminer la série. On a une programmation à suivre et on est obligé de la terminer. De toute manière, tout ça, la série première, numéro 1, eh bien, c'est une séance de révision. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore commencé l'électricité proprement dite avec les calculs de champ, de potentiel et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Voilà. Eh bien, je vous remercie. Donc, on continuera mercredi prochain.